Cette nouvelle a été fortement applaudie par l'ensemble des transporteurs béninois qui, depuis plusieurs mois, souffrent le martyre du fait de la fermeture des frontières du côté du Niger et du mauvais traitement qu'ils subissent du fait des représailles subies de certains frères syndicalistes du Nigérien avec le soutien de leurs autorités. Merci à tous ceux qui ont facilité cette ouverture, notamment le ministre d'État chargé des Finances du Bénin, les deux ministres des Affaires étrangères, les deux directeurs généraux des douanes, tous les agents de douane et des forces de défense et de sécurité, et tous les autres acteurs économiques et civils des deux pays. C'est une grande opportunité pour nous, car entre 70 à 80% des marchandises en transit au Niger avaient pour destination finale le Nigeria. C'est pourquoi nous voudrions profiter de cette occasion pour implorer nos présidents de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Nous proposons qu'à la suite de Sebana-Samia, les frontières de Chikandou, Iloua et de Tchaourou soient aussi ouvertes prochainement pour intensifier nos échanges avec le peuple frère du Nigeria, car on ne peut pas être à côté du Nigeria et souffrir. Nous appelons également aux frères opérateurs économiques et transporteurs du Nigeria. Ils doivent désormais savoir que nous sommes disposés à collaborer directement avec eux, sans intermédiaire. Nous sommes prêts à les accompagner de bout en bout pour l'expédition de leurs marchandises depuis le port autonome de Cotonou. Nous voudrions, pour finir, dire humblement aux autorités des deux pays que des facilités doivent être faites tant au niveau des tarifs, au niveau de la sécurité et de la fidélité sur le corridor pour attirer le maximum d'acteurs économiques. Pour une meilleure organisation, la question de gestion et de répartition du fret ne doit pas être occultée. Les transporteurs du Bénin sont engagés plus que jamais à vous accompagner et à vous appuyer dans vos actions pour la relance des activités. Cette journée est une journée inoubliable. Nous tenons cette déclaration pour remercier le gouvernement du président Patrice Talon. Depuis l'arrivée du gouvernement de la rupture, nous avons eu tout ce que nous voulons en matière de sécurité. La sécurité est la base du développement. Nous avons eu des infrastructures qui nous permettent d'économiser sur l'entretien de nos camions. Nous avons d'abondantes marchandises au niveau du port. Mais depuis 10 mois, nous sommes confrontés et les transporteurs souffrent. Mais l'idée du président lui est revenue avec son gouvernement et le gouvernement sœur du Nigeria qui ont eu l'idée d'aller ouvrir des tronçons de transit permettant que les transporteurs puissent pénétrer le Nigeria par la voie de Sebana-Samia. Aujourd'hui, c'est une journée inoubliable pour nous car les trois points sont à jour. Nous avons la sécurité, nous avons les infrastructures, nous avons de la marchandise que nous pouvons commencer par ramasser. C'est le lieu ici, au nom des transporteurs du collectif, de remercier le gouvernement et son chef et tous les ministres et tous ceux qui se sont associés à l'ouverture de cette voie. Nous ne cessons jamais de remercier toujours le gouvernement parce que nous avons des attentes et grâce à ce gouvernement qui a des avocations pour le transport qui pourra nous aider. Les parents et les enfants, chacun d'eux a son droit. Il y a les enfants qui ont un droit envers ses parents et il y a aussi les parents qui ont un droit envers les enfants. Mais c'est plus mieux de vous voir ses parents. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout d'abord, il faudrait que les enfants doivent avoir un respect envers ses parents et envers les grandes personnes. Parce que ce que vous faites, c'est ça les enfants vont adopter. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un grand respect de vous voir et de se mettre au respect
des grandes personnes. Parce qu'un enfant qui tutoie ses parents à la maison, c'est obligé de tutoyer tout le monde au dehors. Il ne va pas différencier. Bon, je tutoie mes parents à la maison, mais arrivé au dehors, je dois vouvoyer mes aînés. De un. De deux, la personne qui l'a mis au monde est plus âgée que lui avant de le mettre au monde. Donc il est obligé de vouvoyer ses parents. Je crois qu'il est bon pour les enfants de vouvoyer leurs parents. Et la raison est que déjà dans notre culture, c'est l'éducation que nous avons reçue. C'est notre éducation, ça fait partie de notre culture de vouvoyer les parents. Et ça montre que les parents sont honorés, qu'ils ont de la valeur pour nous. Tutoyer, ce n'est pas une bonne chose parce que c'est une manière de manquer du respect à ses parents. Bon, le plus souvent, ce que nous remarquons, c'est que dans les pays européens, nous remarquons que c'est la manière de tutoyer là qui est plus important chez eux là-bas. Mais chez nous ici, lorsqu'on le fait, je ne pense pas que ce n'est pas la meilleure solution, quoi. Le mieux, c'est de pouvoir vouvoyer les parents. C'est ce qui est bon. Dans ma maison, mes enfants savent. C'est vous, à tout le monde dans ma maison. Il n'y a pas de tu, il n'y a pas de... C'est vous. Parce qu'un enfant doit vouvoyer une grande personne. Même si la personne le dépasse de 10 ans, il doit le vouvoyer. Moi, j'ai été éduqué dans une famille où on nous éduque à vouvoyer les grandes personnes, à vouvoyer les parents. Et ce qui fait que même aujourd'hui, quand je parle au dehors, quand je parle avec les gens que je rencontre pour la première fois où je les tutoie, je me sens mal à l'aise au fait. Donc, c'est une valeur que j'ai acquise de mes parents et je crois que c'est une très bonne base. Tutoyer est une bonne chose parce que j'ai eu le temps de côtoyer avec les Yoruba. À moins que ce dernier vous dit non, laissez, ne me vous voyez pas, on peut se tutoyer, là ça peut aller, mais envers une grande personne. Lorsqu'on dit que c'est bien pour les enfants de tutoyer leurs parents, ok, au fil des années, quelle relation s'installe? Est-ce qu'il n'y a pas la familiarité qui s'installe quelque part au niveau des enfants qui voient leurs parents comme juste des camarades, comme ils voient leurs camarades de classe? Il faut voir quelles sont les conséquences, comment est-ce que nous sommes dans la société aujourd'hui, comment relation père, comment est-ce que les enfants traitent leurs parents lorsqu'ils sont avec leurs amis. Est-ce qu'ils écoutent les parents? Il faut voir tout ça là pour arriver à dire que oui, c'est bon aujourd'hui de tutoyer les parents ou non. Le président Patrice Talon a été jeudi dernier le premier président africain reçu au Brésil depuis le retour au pouvoir de Lula qui veut resserrer les liens avec l'Afrique noués dans la souffrance à l'époque de l'esclavage. Après Brasilia, Patrice Talon se rendra vendredi à Salvador qui fut l'un des points d'arrivée majeurs des esclaves africains déportés et est aujourd'hui le foyer vibrant de la culture afro-brésilienne. Ici, à Salvador, je me sens comme chez moi. Nous avons un lien historique entre le Bénin et Bahia. Et pour moi, Bahia, c'est un peu le Bénin. Avant d'achever sa visite dimanche, il ira aussi à Sao Luis pour visiter le temple vaudou Casa das Minas. Selon la tradition, ce temple a été créé par la mère du roi Guézo qui régnait sur un territoire du Bénin actuel après avoir été déporté comme esclave au Brésil au 19e siècle. Patrice Talon a défendu un projet de loi en discussion dans son pays qui accorderait la nationalité béninoise aux Afro-Brésiliens. Le développement humain qui a été forcé dans le passé doit être spontané et volontaire par la coopération entre les peuples. C'est pour ça que la liaison aérienne entre le Bénin et le Brésil, entre Salvador et Cotonou, qui se fera régulièrement à peu de coûts et pour lequel les Afro-descendants n'auront pas besoin de visa parce qu'ils auront tous le passeport béninois et pour lequel les autres Brésiliens n'auront pas besoin de visa parce qu'avec leur passeport, ils peuvent aller au Bénin librement. Cela sera l'occasion pour nous de tisser des liens de coopération, de travail, d'investissement, de coopération technique et d'intérêts, d'échanges commerciaux.
Ainsi, la connectivité ne servira pas seulement pour la mémoire, pour l'histoire, pour le plaisir, pour les visites d'échanges entre familles, mais ce sera aussi pour booster les échanges, pour booster l'investissement, afin que le développement soit partagé et volontaire. Le Brésil est déjà une puissance dans tous les domaines. Et l'Afrique reste encore une terre d'opportunités. Le Bénin est encore un pays qui commence à se développer. Mais le Bénin offre tellement de possibilités d'investissement pour les Brésiliens dans tous les secteurs. Le Brésil offre tellement de possibilités d'échange, de commerce, d'échange de biens, d'expertise, de compétences, que nous avons tout à gagner en étant plus proches, en étant plus en relation, en étant plus connectés. L'objectif de ma visite au Brésil, de ma visite ici à Salvador, et je veux le répéter. Le premier, c'est pour rétablir le lien naturel qu'il y a entre nous, de qu'on puisse se fréquenter, se voir, pour l'amitié, pour la fraternité, pour le plaisir. Et le deuxième intérêt, c'est donc pour le développement, pour les affaires, pour le business, pour le développement économique. Je ne peux exprimer tout cela sans avoir une pensée pour la mémoire de Fatoumbi Verger, celui qui a été à l'origine de ce bâtiment qui est l'incarnation du Bénin ici à Salvador. Il a été un prophète en implantant cette maison ici pour le Bénin, pour le Brésil. Nous allons donner une nouvelle vie à la maison du Brésil, à la maison du Bénin ici à Salvador. Et monsieur le préfet, avec votre permission, nous ferons de cette maison le cœur vivant des échanges entre le Brésil, entre le Bénin et Salvador. Permettez-moi de vous remercier pour l'entretien, puisque ces lieux qui est la terre du Bénin ici implantée à Salvador, vous l'avez entretenu. Vous avez fait de ce lieu la mémoire du Bénin, un peu le Bénin ici à Salvador. Merci. Je ne vais pas arracher cette maison à votre affect, mais vous allez permettre que désormais ce soit ensemble que nous occupons de cette maison. Merci encore. Muito obrigado. Les gouvernements du Brésil et du Bénin ont aussi signé jeudi des accords de coopération dans le tourisme, la culture, la diplomatie et le transport aérien. Les deux présidents se félicitent de ce que ces principaux axes de coopération s'inscrivent dans la stratégie de réduction de la pauvreté et contribueront à l'atténuation des risques climatiques ainsi qu'à une meilleure résilience des populations. Le gouvernement nigérian sévit contre l'exploitation minière illégale. Des dizaines de mineurs sans licence qui auraient volé du lithium ont été arrêtés depuis avril. Des arrestations qui interviennent alors que le pays cherche à réglementer ses opérations d'extraction de minerais essentiels et à réduire les activités illégales pour notamment mieux tirer parti de ses ressources minérales. Le lithium est principalement utilisé dans les batteries des véhicules électriques, des smartphones et des systèmes d'alimentation. La transition vers des énergies propres au Nigeria, c'est-à-dire l'abandon du charbon, du pétrole et du gaz au profit des énergies renouvelables et des batteries, a fait exploser la demande mondiale de lithium, d'étain et d'autres minerais. Si l'industrie est naissante dans le pays, les mines illégales sont-elles monnaie courante, tout comme la corruption des fonctionnaires chargés de la réglementation. Des rues inondées, complètement submergées. À Beledweyne, au centre de la Somalie, les eaux de crue ont littéralement englouti la ville. En cause, les fortes pluies saisonnières qui ont fait déborder la rivière et provoqué d'importantes inondations. Les habitants, désemparés, ont fui vers les zones les moins touchées. Les eaux de crue ont touché de nombreuses parties de la ville, obligeant nos familles à fuir. Les zones les plus touchées sont Kutimo, Dagajebis et Radir. Le gouvernement somalien a demandé aux habitants de se réfugier sur les hauteurs. En Afrique de l'Est, les pluies torrentielles causées par le phénomène climatique El Niño ont provoqué des déplacements massifs. No more kush, plus de drogue. En Sierra Leone, le kush, une variété de cannabis mélangée à des drogues synthétiques et des produits chimiques, fait des ravages. Il a plongé des milliers de jeunes dans l'addiction, à tel point que les services de santé sont débordés. À Bombay, un groupe de bénévoles a pris les choses en main en créant un centre de traitement.
Depuis janvier 2024, lorsque nous avons lancé ce projet, près de 70 personnes ont changé leur vie. Nous sommes heureux lorsqu'ils reviennent nous dire merci et prient pour nous pour avoir changé leur vie. Mais cela n'a pas été facile pour nous. Ce n'est pas facile parce que nous sommes de jeunes gars. Mais nous l'avons fait pour Dieu, pour notre communauté, pour Bombay, puis pour la Sierra Leone, afin que nous puissions arrêter le couche dans notre pays. Cette année, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré la guerre aux couches. Il a lancé une task force contre la drogue et la toxicomanie, axée sur le traitement et la prévention. Le candidat à la présidence de l'Alliance démocratique d'Afrique du Sud, John Steenhuisen, a clôturé sa campagne dimanche à Johannesburg. Devant une foule de partisans réunis dans le stade de cricket de la ville, il a défendu le bilan de son parti en matière de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Le CAP, dirigé par l'Alliance démocratique, investit davantage dans les communautés pauvres que Johannesburg et eThekwini, dirigé par l'ANC. Parce que l'Alliance démocratique ne parle pas de lutte contre la pauvreté, nous combattons la pauvreté là où nous gouvernons. Si vous voulez vaincre la pauvreté, votez pour le parti. Les 4 principaux partis politiques d'Afrique du Sud ont entamé samedi leur dernier week-end de campagne avant l'élection du 29 mai qui pourrait s'avérer décisive. Ils partagent une chose en commun, la volonté d'apporter au pays les changements les plus importants depuis 3 décennies. Je vous ai vu. L'Alliance démocratique vous a vu. Nous avons goûté à vos amères déceptions. Nous avons entendu vos rêves et j'ai ressenti votre douleur. Je suis ici pour vous dire haut et fort, depuis cette tribune aujourd'hui, que l'aide est en route et qu'elle arrivera le 29 mai lorsque nous voterons pour que l'Alliance démocratique entre au gouvernement et sauve l'Afrique du Sud. Le Congrès national africain est soumis à une pression sans précédent pour conserver sa majorité parlementaire. L'élection de mercredi pourrait être un moment décisif lorsque le parti autrefois dirigé par Nelson Mandela passera pour la première fois sous la barre des 50% des suffrages exprimés au niveau national. Fondée il y a 12 siècles, l'université marocaine Al-Qarawiyyin abrite l'une des plus anciennes bibliothèques du monde où sont conservés de précieux manuscrits islamiques. Kamel Tabib vient d'Indonésie. L'étudiant passionné de sciences islamiques a parcouru des milliers de kilomètres pour s'inscrire dans cette université spécialisée depuis 2015 dans l'enseignement islamique et l'éducation religieuse. J'ai choisi l'université Al-Qarawiyyin parce que c'est l'une des plus anciennes universités du monde et parce qu'elle est connue dans le monde entier. J'ai bénéficié de beaucoup de choses pendant mes études ici à l'université et quand je retournerai en Indonésie, je partagerai tout cela et j'élargirai mon expérience là-bas. À l'origine, une mosquée, Al-Qarawiyyin, s'est agrandie au Xe siècle pour devenir une université lorsque des écoles religieuses islamiques ont été construites autour d'elle. L'université n'est pas très différente des universités modernes, mais elle se spécialise aujourd'hui dans tout ce qui est trait aux sciences islamiques, à l'éducation religieuse et à la recherche, même si elle était historiquement une université spécialisée dans tous les domaines de l'éducation. La bibliothèque de l'université abrite une collection de manuscrits écrits par des penseurs renommés de la région, dont la Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. La mosquée Al-Qarawiyyin a eu un grand avantage sur toutes les autres institutions, car elle a été la pierre fondatrice de cette école de pensée éclairée, ouverte et modérée et a préservé l'islam dans sa pureté et son ouverture aux autres. Parmi les autres textes en sa possession, un Coran du 9e siècle écrit en calligraphie koufique et un manuscrit sur l'école malékite de jurisprudence islamique.
Le président iranien par intérim Mohamed Mokber s'est adressé lundi au nouveau parlement du pays dans son premier discours public depuis l'accident d'hélicoptère de la semaine dernière qui a tué son prédécesseur et 7 autres personnes. Mokber a affirmé que l'économie iranienne s'en sortait mieux sous Raïssi lorsque l'Iran a mené des actions militaires en Irak, en Israël et au Pakistan ces derniers mois que dans les cas précédents, notamment grâce à la production iranienne de pétrole brut qui a grimpé à plus de 3,6 millions de barils par jour. Dernièrement, nous avons frappé Israël, le régime d'occupation de Jérusalem. Puis le lendemain matin, les gens se réveillent avec les mêmes prix et les mêmes chiffres qu'avant leur sommeil. Le taux de change des devises étrangères est le même. Pareil, ce n'est pas le taux souhaitable, mais c'est le même qu'avant l'attaque. Le taux d'inflation est le même, la liquidité est la même. Le marché regorge de biens dont les gens ont besoin. Parmi les élus au sein du nouveau Parlement iranien qui compte 290 sièges, les partisans de la ligne dure détiennent plus de 230 sièges. L'Iran organisera des élections présidentielles le 28 juin pour remplacer Raïssi. Jeudi, une période d'inscription de 5 jours pour les candidats s'ouvrira. Les analystes ont suggéré que Mohamed Mokber pourrait être l'un des candidats à la nouvelle présidentielle. Le Cap-Vert, petit État insulaire en développement situé en Afrique de l'Ouest, est un archipel de 10 îles dont 9 sont habitées et qui subit de plus en plus les effets du changement climatique. En 2018, une grave sécheresse a frappé le pays où environ un quart de la population dépend de l'agriculture comme principal revenu. À partir de 2017, nous avons commencé à ressentir plus fortement ces changements climatiques ici au Cap-Vert. Nous avons commencé à avoir plus de parasites, plus de difficultés et depuis lors, planter est devenu un combat. Par l'intermédiaire de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, le Cap-Vert a demandé une assistance pour lutter contre ces défis croissants en matière d'agriculture. Dans le cadre de notre coopération avec la FAO, nous avons un partenariat sud-sud avec la Chine. Cette coopération nous permet de renforcer les capacités de nos producteurs et techniciens, d'apporter de la technologie, de partager des connaissances et des technologies entre la Chine et le Cap-Vert avec l'aide de la FAO. Le projet dispose d'un groupe de 7 experts chinois dans différents domaines, notamment la lutte antiparasitaire, la gestion des sols et de l'eau, la fertilisation et la production animale. Après les essais, nous établirons une norme pour la lutte biologique contre les ravageurs qui sera promue au Cap-Vert. Cela améliorera considérablement l'efficacité de la lutte contre les ravageurs des cultures à grande échelle, réduisant considérablement les pertes de rendement causées par les ravageurs et garantissant une augmentation de la production de cultures vivrières et horticoles. Le Cap-Vert importe la majorité des produits alimentaires. Cela rend le pays très vulnérable au choc du marché qui affecte les prix. Obtenir des soutiens à Bruxelles pour la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est l'objectif de Mohamed Mustafa, Premier ministre de l'autorité palestinienne. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la Norvège lui ont remis des documents officiels de reconnaissance. Mohamed Mustafa a également affirmé que l'autorité palestinienne se préparait à gouverner le futur État palestinien, Gaza compris. La première priorité est de soutenir notre peuple à Gaza. Ils ont besoin de tout le soutien possible. Et je pense que le meilleur soutien que nous puissions leur apporter est d'accélérer le cessez-le-feu. Chaque jour représente une perte majeure de vie humaine, de biens et d'espoir pour notre peuple. Le ministre espagnol José Manuel Álvarez a déclaré que son pays ne se laisserait pas intimider par Israël, qui a menacé d'interdire les ONG espagnoles en Cisjordanie en cas de reconnaissance de la Palestine. Notre objectif est de reconnaître l'État de Palestine demain et de faire tous les efforts possibles pour parvenir à un cessez-le-feu permanent dès que possible.
et finalement atteindre cette paix définitive. C'est ce qui capte actuellement notre attention, ce qui est important et ce qui a centré notre conversation lors de la réunion précédente. Et l'attaque mentionnée, je crois que ce qu'elle a fait, c'est souligner ce que la Cour internationale de justice a indiqué. Plusieurs pays européens soutiennent la formation d'un État palestinien et une solution à 2 États pour résoudre le conflit israélo-palestinien.